ça fait plaisir que Non, ta femme Oui, te cuisine un j'ai petit pas truc, dit, tu j'ai vois. pas dit que Au-delà de la nourriture en soi, ça montre nous, on n'est pas compliqués, tu vois. Non, Ça montre juste non, le geste, ça montre l'affection. non, moi, L'affection se traduit par la nourriture chez nous. ma preuve d'amour, ma preuve d'amour suprême, c'est d'arriver chez toi de faire ta vaisselle. Ça, c'est une preuve d'amour. J'avoue, c'est pas mal. Parce que moi, la vaisselle, déjà, ça fait 2. Donc, j'avoue, tu me fais une vaisselle, j'avoue, je suis content. Je suis déjà content. Ouais. Bonjour à tous, vous écoutez The Little Voice in My Head, le podcast, saison 2, épisode 2. On a plongé les pieds dans le plat pour rester dans l'univers, mais on va pas parler de femmes et de cuisine, j'espère pas. Du coup, je suis avec Enrique que je vais laisser se présenter. Ouais, je m'appelle Enrique, j'ai 42 ans. Ah, c'est moi qui prononce le « et » en fait. Genre à l'espagnol, c'est Enrique. Ouais, ça fait plus sexy, mais sinon, le patronyme, c'est Enrique. D'accord. Donc, j'ai 42 ans, je suis originaire de la Guadeloupe. Et donc, voilà, j'ai la chance d'aujourd'hui me retrouver avec toi au Gabon. Une chance, Ah oui, c'est une chance, c'est un honneur même d'être avec toi au Gabon pour partager ce petit moment. On verra après comment ça se passe. Donc moi, je suis enseignant, professeur des écoles. Et c'est dans ce cadre-là que je suis justement arrivé au Gabon pour bosser en tant qu'enseignant à Moanda depuis un an. Okay. Donc, professeur des écoles, on passe de tous les âges, hein, de 3 ans jusqu'au collège. J'ai enseigné d'ailleurs plutôt jusqu'au collège. Et donc voilà, cette année, je me suis occupé de tout petits, de gamins de 5 ans, grande section. Voilà. 11 ans que je suis enseignant. Okay. J'ai eu d'autres vies avant, dans d'autres domaines. Mais on va dire que ça fait depuis 11 ans que je m'épanouis encore dans ce métier d'enseignant. Et pour l'instant, ça me va encore. On verra jusqu'à quand. Mais le matin, je suis content de me lever, d'aller bosser. Donc, d'aller jouer, quoi. Oui, voilà. On va jouer, on va faire le coloriage. Donc, voilà, c'est exactement ce qui... Voilà, ça me définit bien. Je joue, je fais les coloriages, c'est moi. Du coup, ça fait 1 an que tu es au Gabon et avant, tu étais enseignant où ? Alors, juste avant, j'enseignais en Guinée équatoriale, juste à côté. Okay. Donc, j'ai fait 3 ans là-bas, toujours dans le même contexte, en tant qu'enseignant aussi dans une petite école d'entreprise. Et avant ça, j'étais en France. En France, j'enseignais dans plusieurs endroits. J'ai enseigné sur Paris, en région parisienne essentiellement. Et avant ça, dans mon île. C'est là, en fait, où j'ai découvert le métier, en Guadeloupe. Okay. Donc, voilà, j'ai eu la chance de voyager grâce à ce métier-là, de rencontrer, mine de rien, chaque endroit, c'est un peu des cultures différentes, donc des gamins différents, des histoires différentes. Et c'est qui les pires ? Les pires ? Bon, c'est qui les meilleurs ? Non, il n'y a pas de pire et de meilleur, surtout chez les enfants. Surtout chez les enfants. Où est-ce que tu en as le plus bavé ? Franchement, chez moi. C'est vrai ? Parce que c'était le tout début. Alors déjà, il y a ça aussi, c'est vrai. Mais après aussi, les gamins, ça reste les gamins. C'est surtout les parents, en fait, qui sont des fois difficiles à gérer. Les parents et tout ce qu'il y a autour, en fait. C'est comme dans n'importe quel boulot, hein, le management. Bien sûr. Le management, on va dire, et les conditions de travail qui font que l'expérience est plus ou moins bien. Après, des gamins, justement, ça reste des gamins. C'est ce que je trouve bien dans ce métier. C'est que c'est un peu comme de la pâte à modeler, hein. Et du coup on a la chance même s'ils peuvent vivre plein de choses à l'extérieur, mais quand ils sont avec toi, ils passent quasiment toute leur journée avec toi. C'est toi un peu qui les modèle un peu, qui transmet certaines, au-delà des connaissances, certaines valeurs aussi, et de les voir progresser à chaque fois. Donc non, donc c'est pas les enfants en soi
Mais c'est plutôt, voilà, c'est tout le reste à côté qui fait que ça se passe plus ou moins bien dans le taf. Enfin, en tout cas, dans la profession d'enseignant. Ok. Est-ce que tu as, genre, un souvenir particulier auquel tu penses, genre, où tu te dis, ouais, une anecdote, dans un des pays où tu as été? Alors, une expérience qui m'a choqué. Je suis vraiment choqué pour ce coup-là. Donc là, je bossais, donc c'était pas chez moi, ça c'était en région parisienne. Donc j'avais, on va dire, une population très mixte. Okay. Donc c'est-à-dire des Français, de souche. Voilà, on va dire, de souche, mais aussi voilà beaucoup de gamins d'origine africaine, maghrébine, etc. Et donc un jour, donc c'était des tout petits, donc je racontais une histoire. Donc en fin de la journée, on raconte une petite histoire, une petite lecture offerte. Et j'avais comme habitude qu'on s'asseye sur un tapis, moi légèrement surélevé pour pouvoir montrer les images aux gamins, donc ils sont assis. Et j'avais un gamin qui avait l'habitude de jouer dans mes lacets, en fait, comme on se dit vraiment proche de jouer dans mes lacets. Donc à plusieurs reprises, je lui ai dit non, laisse, ne touche pas, non, continue, concentre-toi sur l'histoire. Et lorsque donc l'histoire finit, je constate qu'en fait mes lacets sont finalement défaits. Donc je lui dis, écoute, pour moi, chose éducative, on t'a prévenu plusieurs fois, tu n'as pas respecté la règle, donc voilà, il y a des conséquences. Une conséquence plutôt simple, c'est tu vas refaire le lacet. Je ne savais qu'il savait pas le faire, mais c'est aussi l'occasion aussi, pourquoi pas que je lui montre. Tu vas refaire mon lacet. Et donc c'était la fin de l'école. Juste à ce moment-là, les parents arrivent. Et donc le père de cet enfant arrive à la porte, donc voit son enfant en train de faire mon lacet. Donc là justement, j'interviens, j'en profite, je prends le parent. Ah ben regarde, je sais plus comment il s'appelait, Karim. Tu vois, ton père est là. Justement pour expliquer aux parents pourquoi la situation. Ton père est là, tu vois. Tu n'as pas respecté la règle. Regarde, mais je t'avais dit de pas jouer dans mes lacets. Ton père vient te chercher. Les lacets tu n'as toujours pas réussi à refaire les lacets. J'espère que la prochaine fois, ça n'arrivera pas. Donc au moins, je donne aussi le contexte aux parents. Donc le père repart avec son enfant et je crois que ça a dû peut-être monter un peu dans sa tête et 15-20 minutes après, il revient en furie. Oui, non, comment ça se fait que mon enfant soit à vos pieds? C'est un manque de respect total. Vous avez dénigré mon enfant en face de toute la classe, en face des autres adultes et compagnie. C'est inadmissible, je ne l'accepterai pas. Blablabla. Donc à un moment, je lui réexplique un peu la situation. Je vois qu'il se calme pas. Je lui dis, écoutez monsieur, si vraiment mon explication ne vous suffit pas, je vous invite à aller voir la direction. Ça sert à rien qu'on discute plus longtemps. Et en fait, le fond de l'histoire, c'est quoi? C'est que tout simplement, je suis noir. Et il est blanc? Arabe. Arabe. Et dans la culture arabe, que je ne connais pas forcément tout, mais j'ai compris qu'apparemment les pieds sont quelque chose de négatif. Okay. Et d'autant plus si je suis noir. C'est juste le petit truc où ça m'a choqué, puisque je me suis dit, attends, on est tous des immigrés ici, entre guillemets. J'enseigne à ton enfant, donc j'essaie de l'enseigner certaines valeurs. Et en fait, non, on voit que toi-même, tu inscris déjà dans l'imaginaire, dans la mentalité de ton enfant, que il y a des histoires de race, de hiérarchie, de race, et que jamais tu ne dois te retrouver au pied d'un noir. Voilà. Mais bon, après, je pense que cet enfant a dû grandir sereinement. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça. Quand je dis, c'est plutôt les parents et l'administration, mais c'est pas les enfants en soi. Après, l'enfant, le lendemain, il est revenu, il m'a sauté dessus pour me faire un câlin, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est tout le reste. Mais sinon, après, voilà, il y a des bons moments aussi, des très bons moments. Des petites satisfactions. Justement, quand on voit des gamins aux examens, j'en ai eu encore cette année, malgré que je sois plus leur enseignant. Okay. Ils m'ont fait des messages très contents. Monsieur Fakora, on a réussi, c'est grâce à vous, on a eu les mentions. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça ça fait quand même plaisir. J'imagine bien. Ça fait quand même plaisir. On a 2 traditions sur le podcast.
La première, c'est que l'invité de l'épisode précédent t'a laissé une question. Et tu devras laisser une question pour l'invité de l'épisode suivant. La deuxième, c'est que tu as la possibilité de moi me poser une question. Bah vas-y, la question de l'invité déjà, ça te laisse le temps de réfléchir après. D'accord. Si tu avais la possibilité de tout recommencer, est-ce que tu ferais les mêmes choix? Tu as préféré laisser la question ouverte? Bah, j'ai envie de te dire, ouais, c'est dur comme question, parce qu'il y a forcément des choses qu'on regrette dans la vie. On a toujours des si j'avais su, si j'avais. Donc je pense qu'on malheureusement on grandit aussi avec des regrets. Mais c'est tout ça qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Ça part depuis mes études. Si j'avais écouté mes parents, ça m'aurait pas amené là où je suis. J'aurais jamais été enseignant, j'aurais jamais mis les pieds au Gabon. Donc, tu l'avais écouté ou tu l'avais pas écouté? Si j'avais écouté mes parents. Je suis pas seule à être têtue. Voilà. Si j'avais écouté mes parents, si j'avais, non, on va dire que il faut savoir vivre avec ses regrets. C'est normal d'en avoir pour moi, mais il faut juste savoir vivre avec. Donc voilà, on va répondre que non, je refais pareil. J'aurais tout fait pareil. Super. J'aurais tout fait pareil. D'accord. Et là, j'ai toujours pas trouvé d'autres questions. Là. Je suis en train de réfléchir en même temps. Non, mais c'est pas grave, pour avenir. Ok, parce que là, j'avais la pression déjà. La pression, non, t'inquiète. Donc, du coup, il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure qui m'a interpellée. Tu disais que ça fait 11 ans que tu es enseignant et que tu as eu d'autres vies avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, de base, j'ai une formation en management. J'ai fait une école de commerce à l'époque. Et donc en sortant, j'ai travaillé en banque. D'accord. J'ai travaillé après dans la communication. J'ai travaillé dans l'événementiel. T'as eu beaucoup de vie en fait. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. C'est au moins ma 3e ou 4e vie professionnelle, on va dire. Okay. Donc après, pas forcément des longues expériences, parce que bon, j'ai pas encore non plus 100 piges, mais voilà. Pas loin. Pas loin. C'est vrai que j'ai quelques poils blancs. Hein. Mais oui, j'ai pu toucher à différents métiers, différents secteurs d'activité. Et c'est vrai que j'ai jamais, et surtout dans ces métiers-là, pourquoi je suis pas resté? Il y a des métiers où je touchais très bien ma vie, mais c'est justement que j'étais pas épanoui en fait. J'étais pas épanoui à l'époque. Et à cette époque-là, j'étais encore, on va dire, comment on appelle ça? Je suis un peu bisounours toujours, mais genre, non, je veux que ma vie ait du sens, tu vois, okay. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Et tu l'es plus? Écoute, là, plus je vieillis, plus je me dis la thune c'est bien en vrai. Hein. T'es sûr? Ah oui, la thune c'est bien. Donc. Mais t'avais du sens quand même. Oui, c'est pour ça que je te dis, je suis content de me lever le matin parce que justement, ça c'est un signe. Quand le matin c'était la croix et la bannière pour aller bosser. Que tu t'angoissais déjà d'arriver au taf, de savoir les trucs qui vont te tomber dessus ou justement de pas savoir ce qui allait te tomber dessus. Tu vois, c'est pas bien quand surtout ton entourage même te dit surtout dans certains métiers où j'étais à une époque, moi j'étais en couple aussi et clairement mon ami me disait mais je crois que tu fais une dépression. Donc tu vois, quand ton entourage même en vient à te dire ce genre de choses, c'est que t'es pas bien. Et en discutant, c'était pas ma vie de couple le problème, c'était ma vie professionnelle. Donc c'est ça qui fait que après j'ai toujours été un peu instable aussi, faut pas se mentir. C'est-à-dire que c'est pas que je me lasse vite. Mais j'aime bien le changement, voilà. C'est pas que je me lasse vite. J'aime bien le changement, j'aime bien la nouveauté. Et c'est vrai que, surtout dans certains tafs où, après 1 ou 2 ans, entre guillemets, t'as fait le tour, tu maîtrises un peu le truc, où tu as affaire aux mêmes personnes, aux mêmes clients, aux mêmes trucs, c'est les mêmes problématiques. À un moment, Enfin voilà, je me suis aussi retrouvé dans des situations comme ça.
Donc, ce qui m'ont amené à changer, j'ai toujours eu la chance de pouvoir rebondir. Ça aussi, peut-être c'est parce que j'ai ce luxe-là aussi. De pouvoir rebondir, d'avoir des opportunités, pas forcément extraordinaires, hein, mais encore une fois, le simple fait de changer, moi j'étais content. Même si des fois c'était pour moins de thunes, mais juste le fait de changer, j'étais content. Donc j'ai eu cette opportunité-là aussi, donc peut-être que c'est pour ça. Hein. Peut-être que j'aurais été dans une situation où putain, merde, non, il faut que je bouffe. Donc je serais resté là où je suis, mais donc voilà, j'ai eu la chance, moi je trouve. Avant, pour certains recruteurs, des fois, ils disaient que c'était clairement que j'étais instable. Ils comprenaient pas pourquoi. T'as fait que 4 ans là. Qu'est-ce qui se passe? 4 ans, c'est énorme, je trouve. Ah ben, pour certains, c'est pas assez. Comme ça, t'as fait 4 ans là, 4 ans là. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà. Mais par contre, pour certaines autres personnes, ils louaient, entre guillemets, ma flexibilité. Mon agilité, voilà. Il faut être agile maintenant dans le monde du travail. Et donc voilà. Mais en tout cas, moi et ça m'a permis de rencontrer énormément de gens dans catégories sociales différentes, même de nationalités différentes, parce que j'ai pu aussi travailler un peu à l'international. Donc c'est également une partie de ma vie que malgré voilà que ça n'ait pas duré, mais je suis très content d'être passé par là. Donc j'ai pas forcément gardé les contacts avec tout le monde, mais j'ai pu en tout cas avoir je sais que c'est des gens aujourd'hui, que même aujourd'hui pour certains, que je peux recontacter et je sais que ces gens-là, voilà, on a eu une très bonne expérience ensemble. Donc ça aussi, je trouve ça très enrichissant et c'est vraiment une partie, c'est des parties de ma vie que je ne regrette pas. J'aurais souhaité que ça se passe mieux, mais voilà, que je ne regrette pas, parce que j'essaie toujours de prendre, on va dire, le meilleur dans tout ce que je fais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu ne trouvais plus ton compte? Ouais, c'est exactement ça, je t'ai dit, c'est pour de la routine, voilà, comme on dit, la routine, le management qui ne me convenait pas. Concrètement, il y a même une fois où je suis resté un mois et je me suis barré. J'avais été recruté sur un projet en particulier. Quand j'arrive, c'était une petite boîte, hein, c'était peut-être 50 personnes. Le boss me dit: ok Henrik, il n'y a pas de souci, mais bon, on a une équipe qui est un peu en galère, sur un truc. Est-ce que tu peux venir en support? Il n'y a pas de problème. 1 semaine, 2 semaines, après je reviens, je dis: mais bon, moi j'ai signé entre guillemets pour un projet, j'ai toujours pas pu commencer. Quand je travaille un peu à côté, j'avais demandé, on était censé me mettre à dispo ça. Je vois non plus que ça n'arrive pas. Et le gars m'a dit: écoute, tu sais, c'est moi le boss ici, si je te dis va faire ça, tu vas faire ça. Là je lui ai dit: écoute, merci. Est-ce que tu peux, c'est moi le boss. Voilà, en fait, donc ça a été toi, ça a duré 1 mois. Après ça a été bon, écoute, je pense qu'on s'est pas bien compris lors de mon recrutement là. Donc merci beaucoup et au revoir. Non, toi tu n'as pas de problème. Hein? Oh, non, mais après moi dans la vie je me contente de peu aussi. En plus, surtout à l'époque, je me contentais de peu. C'est pour ça la thune en soi, c'était pas ma priorité. Encore une fois, non, j'ai jamais rien manqué. J'ai toujours pu voyager. En fait, moi, j'adore voyager. Donc, dès que je peux assouvir cette passion-là, en tout cas, à l'époque où j'étais célibataire, maintenant il y a d'autres priorités. Mais dès que je pouvais assouvir cette passion-là, j'avais pas besoin de plus. Donc ça m'est arrivé de faire de la coloc. Enfin, je m'en foutais d'avoir une grande maison, je m'en foutais d'avoir une grosse voiture. C'était pas du tout ça ma priorité. Donc dès que j'avais assez de thunes, tous les 3-4 mois, de me barrer quelque part, moi j'étais content. Mais du coup, maintenant que tu n'es plus célibataire, c'est plus... T'as dit quoi? T'as d'autres priorités? Oui, maintenant. Parce que... Est-ce que ça veut donc dire que se mettre en couple / se marier, c'est renoncer à une partie de soi? C'est faire des compromis, faire des sacrifices. C'est ça la vie. Pour moi, c'est ça la vie en couple.
D'autant plus quand tu te maries, c'est ça la vie en couple, savoir je ne vis plus que pour moi-même. Je vis pour ma famille. Donc avant moi, je mets d'abord maintenant, c'est les besoins de ma famille qui sont en priorité. Donc ça veut pas dire que, mais là, j'ai trouvé quelqu'un aussi qui aime aussi voyager. D'accord, ça c'est pas. Je posais la question parce que tu as directement parlé du fait de voyager comme d'une passion. C'est pas genre juste j'aime bien voyager, je te dis c'est une passion. D'ailleurs, c'était un sujet d'un des épisodes, ça me rappelle, c'était le sujet d'un des épisodes dans la première saison. Est-ce qu'au final, tu te renies, enfin pas tu te renies, mais si, un peu. Comme je disais, pour moi la vie c'est des priorités. Donc là par exemple, si ma priorité aujourd'hui c'est de mettre un toit sur la tête de ma famille, pour moi la question se pose même plus en fait. Ça va pas me faire mal puisque ma priorité aujourd'hui ça va être celle-là. Une fois que j'aurai réglé ce problème-là, que ce ne sera plus justement, ça ne deviendra plus une priorité, donc à ce moment-là on passera à autre chose. Donc c'est pas, je ne me renie pas, je ne prends même pas, ça ne me coûte pas en fait, ça ne me coûte même pas puisque je le fais. C'est que c'était pas une passion. Si c'est une passion, mais est-ce que la passion doit se faire au détriment de tout? Est-ce que pour assouvir une passion, tu dois forcément te mettre en danger, peu importe le domaine, financièrement, professionnellement ou physiquement. Est-ce que tu dois forcément te mettre en danger pour assouvir une passion? Non. Pour moi, assouvir une passion, ça peut se faire aussi de manière, on va dire, intelligente et raisonnée. Maintenant, avant, je veux bien comprendre. Alors, par exemple, un truc simple. J'étais célibataire à l'époque. Si aujourd'hui je décide de poser 2 semaines de congé, c'est accepté. Le soir, je suis sur mon ordi, je prends un billet et je suis parti le lendemain. Aujourd'hui, je suis pas tout seul. Ma femme a peut-être d'autres impératifs par rapport à son travail. Il y a des vacances scolaires, donc je suis obligé de m'organiser par rapport à ça. Et il y a des fois où, malheureusement, comme tous les astres ne se coordonnent pas, on est obligé de planifier ça, on remet ça plus tard. Donc voilà, on remet à plus tard. Ça veut pas dire que je renonce, mais je suis conscient qu'il y a certaines choses que je dois prioriser. Donc, quelque chose que tu peux aimer aujourd'hui, on évolue, on change, ne va pas peut-être être quelque chose plus tard. Donc, reprenons ton exemple. Je rencontre un gars qui va à la salle tous les jours. Et je veux dire, je le rencontre comme ça. Peut-être que j'ai rencontré à la salle, d'ailleurs, ou peut-être que je l'ai rencontré dans la rue, mais dès le départ, je sais que c'est quelqu'un qui va à la salle tous les jours. C'est quelqu'un qui a besoin de son heure de sport journalière pour survivre dans la difficulté du monde, parce que c'est son moment de décompression, c'est son moment de déconnexion et tout. Je trouve ça malhonnête de venir 2 ans après et de dire que le fait que tu es à la salle 1 heure par jour tous les jours, ça m'exaspère. C'est-à-dire que je veux je veux changer l'être que j'ai rencontré et limite le dénaturer en fait. Alors si on reste dans cet exemple-là, sur le principe, je te rejoins tout à fait. Mais dans la vraie vie, les attentes d'une personne envers l'autre évoluent. Si on reste sur cet exemple-là, bête et méchant, on va dire que tu avais peut-être prévu d'aller à telle exposition qui est à 18h, tu vois, à tel vernissage qui est à 18h, l'heure où ton mec va à la salle. Et le gars, il va te dire non, c'est mon jour là, je bosse les jambes, je rate pas les jambes, tu vois, je rate pas le leg day.
ça va te frustrer. Parce que tu vas dire non, tu vois, je te demande de faire un effort pour moi, de venir à quelque chose qui me tient à cœur une fois. C'est des petites choses comme ça. C'est juste des petites choses comme ça. Vous aurez un gamin un jour, il y a une urgence ou je sais pas trop quoi. Là, le gars va te dire non, là, je bosse les biceps, Doudou, démerde-toi, le petit, il est malade, démerde-toi, emmène-le. C'est des exemples à la con, mais c'est pour ça que je te dis, il faut savoir faire des compromis, des ajustements. La vie, elle évolue et il faut savoir s'adapter à chaque étape de la vie. On n'a pas les mêmes attentes. Aujourd'hui, je suis sûr que tu n'as pas la même vision et les mêmes attentes qu'il y a même 5 ans auparavant. Donc c'est pour ça, voilà. Donc c'est pour ça que même la vie de couple aujourd'hui, c'est pas quelque chose de figé. Les attentes que tu as envers ton partenaire aujourd'hui ne seront pas les attentes que tu auras envers lui dans 5 ans, puisque la vie vous emmènera quelque part. Et c'est pour ça que je parle que, pour moi, je considère que tout est une histoire de compromis. De compromis pour qu'au final, peu importe la situation où vous serez, que chacun arrive à en tirer le meilleur pour qu'au final on avance et qu'on ne soit pas justement dans la confrontation en disant que non, tu m'as pris comme ça, je suis comme ça, Oui, je serai toujours comme ça. C'est ma vie. C'est qui je serai toujours comme ça. C'est comme ça que tu m'as aimé. Mais après, mais l'amour, ça évolue aussi. On n'aime pas la passion du début, c'est pas la passion qui fait qu'un couple perdure. Hein. Donc tu vois, la passion qu'il y a dans l'amour au début d'un couple, généralement, c'est ces mêmes couples-là, dans 5 ans, ils ont divorcé aussi. Hein. Parce qu'une fois que la flamme de la passion s'est atténuée, il faut trouver autre chose. Hein. Il faut trouver un autre carburant. J'ai jamais connu de flamme de passion au début. Après, je te souhaite de connaître ça quand même, c'est toujours sympa. Non, hein. non, ça va. Mais, ça va. Mais après, je te parle pas du coup de cœur ou t'as les palpitations. Je te parle pas de ça. Hein. Je te parle juste de les premiers moments où et ça, tu peux me dire ce que tu veux, tu l'as connu, c'est toujours intense. Les premiers moments, le truc, il est toujours intense. Tout est beau, tout est bien, tout est merveilleux. Ça, c'est normal. Tu peux pas me dire que si tu n'as pas vécu ça, c'est normal. Non. Mais pour de vrai, ça a toujours été des histoires en mode, tu vois, comme ça, quoi. Oui, mais il y a la montée, c'est ça la passion, c'est ça le moment de la passion. C'est ça le moment de la passion, c'est ça que je te dis, c'est la montée. Et le problème, c'est que même si à un moment tu n'arrives plus à monter, c'est qu'au moins que ça stagne, que le truc ne se casse pas la gueule. Ça se casse la gueule, parce que mélardrage. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais c'est pour ça que je te dis que justement, même dans le couple, ça évolue. Et donc, il faut savoir dans ton couple faire évoluer justement la manière, les sentiments ou la manière dont les sentiments s'expriment, la manière dont tu vis ton couple doit pouvoir évoluer, changer au cours du temps pour que justement ça tienne. Parce que sinon tu seras en... Après peut-être qu'il y en a qui aiment ça, hein, surtout les femmes, hein, mais les gens qui sont il y a des femmes qui aiment la confrontation. Peut-être que tu fais partie de ce lot-là aussi. Non. Mais il y en a peut-être, il y en a qui vivent de ça et qui se sentent vivre pour ça. Mais non, je vis pas pour ça, mais par contre, j'ai horreur des gens qui évitent les confrontations. Parce que c'est nécessaire de se dire les choses. Des fois de façon, des fois durement. Je suis vraiment pas une pro. J'aime pas les conflits, j'aime pas les disputes. Vraiment, j'aime pas les disputes parce que j'ai eu une très mauvaise façon de fonctionner. Moi, j'aime faire mal, tu vois. Je vais pas te demander quel genre de... Mais bon, vas-y, continue, non, tu aimes faire mal. Non, avec des mots, tu vois. Et... mais c'est pas... Enfin, j'aime faire mal. Non, c'est vraiment pas ce que j'aurais dû dire, mais... Je sais que je peux faire très mal avec les mots. Du coup, j'évite. Donc, moi, les trucs de oui, je l'ai dit sous le coup de l'émotion. Non, ça marche pas avec moi. Parce que moi, je réfléchis bien quand je dois te piquer. Je réfléchis bien à ce que je dois te sortir. Et maintenant, en sens inverse, est-ce que toi, tu acceptes justement... Est-ce que tu acceptes les mots durs? Je les accepte, mais viens pas me dire après que c'était l'émotion. Si tu les as sortis, c'est que tu les as pensés. Je les accepte. J'enquête. Le truc, c'est que j'aime vraiment pas le truc en mode
ping-pong où tu donnes un coup, je donne un coup. Non, vraiment. Et soit c'est moi qui donne les coups, j'encaisse. Soit c'est toi qui donnes les coups, j'encaisse. Et puis après, je reviens, je donne mes coups. Mais j'aime pas les échanges, en tout cas désagréables. Et du coup, je fais très attention à ce que je fais vraiment. En général, je fais très attention à ce que je dis. Mais du coup, alors... Parce que je sais qu'avant, j'avais l'esprit de il faut que ce que je sorte te fasse du mal. Du coup, comme je ne veux plus être comme je suis plus dans cette vibe-là et que je veux plus l'être du tout, je fais très très attention à ce que je dis. Donc ça veut dire que des fois, toi-même, tu n'exprimes pas forcément tout ce que tu as sur ton cœur alors. Parce que quand je sais quels sont les sentiments qui animent la pensée à l'état X, et quand je sais aussi, à l'état X, quand je sais aussi, parce que j'ai un cerveau qui tourne d'une façon assez bizarre. Je vais dire bizarre. La petite voix dans ta tête. Ouais. Oui, non, j'ai vraiment... Je vois les choses venir, genre... Je vois les choses venir. Là, je vais dire ça. Ça va être perçu comme ça. Et je vais répondre ça. Et ça va prendre telle proportion. Est-ce que j'ai envie de gérer la proportion là ? Non. Donc, en fait, calme-toi. Donc, des fois, tu vois, par exemple, par écrit, des fois, j'écris des trucs, tu vois. Puis après, j'efface. Parce que je me dis, ce qui va venir après... ça ne vaut pas le coup en fait. L'énergie qu'il faudra mettre après est trop importante. Du coup, laisse tomber. Bon, là, je te rejoins un peu là-dedans. Ça sert à rien de faire escalader les choses si tu sais que rien va aboutir. Mais par contre, comme tu dis que des fois le conflit est nécessaire, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Des fois, le conflit est nécessaire pour ne pas s'étouffer dans les frustrations. Mais du coup, est-ce que même quand tu rentres dans le conflit, et c'est là pour revenir aussi. C'est la question que tu veux me poser. Voilà. Est-ce que quand même il en sort quelque chose? Est-ce que ça permet de faire avancer les choses? Ou on reste juste dans la confrontation pure et dure? Qui va sortir vainqueur? Non, il n'y a pas de qui va sortir vainqueur. Il y a plus du... Pour moi, il y a plus du... Je veux pas supposer ce qui se passe dans ta tête. Donc il faut que tu me dises. Et tu ne vas pas supposer ce qui se passe dans la mienne. Donc il faut que je te le dise. S'il n'y a pas de je gagne, je suis plus fort, ou j'étais plus méchante, ou non. C'est plus de... J'ai passé beaucoup de temps, plus jeune, à m'étouffer avec ce que je pensais, avec ce que je ressentais. Des fois pour pas vexer. Parce que justement, comme je dis, je sentais que ça allait faire du mal. Donc... Je me suis beaucoup étouffée avec ce que je ressentais et je ne veux plus. Du coup, s'il y a un truc qui me fait chier, je le dis. Et si je sens surtout qu'il y a une conversation que tu es en train d'esquiver, parce que tu sais que ça va me faire chier et que ça va finir et que ça peut finir, pas que ça va finir, ça peut finir en prise de tête, et que du coup tu esquives. Ça m'énerve même encore plus en fait. Parce que je me dis, mais tu me prends pour une tintine en fait. Tu sais que ça va m'énerver. Donc tu fuis alors que c'est quelque chose que tu ne peux même pas fuir. Affronte, assume le fait que je sois énervé. Tout ne peut pas être tout rose tout le temps. Oui, non, on c'est peut clair, pas être en c'est face clair. tout le temps. Il faut choisir ses combats quand même. Tu peux pas rentrer dans tous les combats tête baissée. Donc moi je dis il faut choisir ses combats, surtout dans... Quoi, faut choisir ses combats. Encore une fois, moi je dis c'est la finalité qui l'emporte. En gros, encore une fois, est-ce que ça va nous faire avancer? Si c'est juste pour remuer le caca. Mais je sais pas. Si c'est quelque chose qui est inévitable. Par exemple, ça fait plusieurs semaines qu'on se dit qu'on va se poser et qu'on va faire cet épisode. Et que tu pars bientôt. Tu vas partir. Dis-moi que tu vas partir. Dis-moi que tu vas partir bientôt. Pourquoi est-ce que tu veux jongler, par exemple? Pourquoi est-ce que tu aurais voulu jongler alors qu'à la fin, si tu pars et qu'on n'a pas fait l'épisode, ça va me frustrer. Et je vais te fâcher contre toi. Et je vais te dire que je te parle plus. Tu vois? Ok. Autant me dire, bah écoute, ouais, non. Ou au pire, me dire en vrai, ton plan d'épisode,
ça va pas être possible ou ça va plus être possible parce que je pars et que j'ai pas le temps, j'aurais compris. Ça m'aurait fait de la peine, mais j'aurais compris. Mais tu sais pas, tu esquives et puis après tu... Ah oui, non, mais en fait, je pars demain et donc là, je suis en train de faire mes bagages et donc... Non. Pourquoi tu fuis le truc, en fait? Imagine, j'avais ce genre de personnes. Oui, je vais à tout prix le faire, cet épisode et tout. Et donc, tu te dis, ouais, si je lui dis que je pars demain ou si je lui dis que je pars bientôt, ça va la saouler, donc je vais éviter le conflit. Donc, tu vas laisser le temps passer. Mais... la finalité, c'est que tu vas partir. C'est quelque chose d'inévitable. Oui. Donc, ma réaction au fait que tu partes bientôt est inévitable. Pourquoi est-ce que tu fuis? Il y a des choses, il y a des situations qui sont inévitables. Dernièrement, j'ai eu la situation avec quelqu'un. On a dit... Enfin, j'étais à Libreville. On a dit, on se voit. Au final, on peut plus se voir. Parce que tu n'es pas rentré sur Libreville dans les temps et que moi je vais partir de Libreville, donc on va plus se voir. Ça va me frustrer. Peut-être toi-même ça te frustre d'abord, mais ça va me frustrer. Mais tu peux pas dire oui, genre attendre le dernier moment pour le dire alors que tu sais très bien que tu ne pourras plus être là dans les temps. Et se cacher derrière le ouais, j'ai pas envie qu'on se prenne la tête parce que tu sais que le fait non en fait, on va se prendre la tête. Donc en fait, c'est peut-être qu'ils savent que toi tu réagis au quart de tour. Donc on se dit on préfère peut-être laisser le truc au dernier moment, mais tu vois. Pire. Ah écoute, c'est ça, on est tous un peu lâches, hein. C'est ça, c'est lâche, on est tous un peu lâches. C'est ça que je vous On est tous un peu lâches. C'est le côté lâche que je reproche. Et le truc c'est qu'en plus, non mais c'est vraiment ça quoi. C'est vraiment le côté lâche que je reproche parce que ça nous fait perdre du temps. Le pire c'est que des fois je sais. Tu vois, je vois le truc venir. En vrai, je sens que avec les 2-3 histoires que tu m'as racontées avant là, notre plan ne va pas se réaliser. Mais je veux voir à quel moment tu vas prendre ton courage à deux mains pour me dire, en fait, le plan qu'on avait ne va pas se réaliser. Et plus tu prends du temps pour me le dire, plus ça me fait péter un câble. Alors, est-ce que tu fais pas un peu peur aux gens? Parce que si tu me dis que là, même pour des trucs comme ça, là, on hésite, on essaie d'esquiver au maximum avant par peur de ta réaction, c'est peut-être que tes réactions sont peut-être un peu virulentes, j'en sais rien moi. Il faudrait que je me remette en cause. Ça, un autre truc. De toute façon, dans toutes les situations, dans toutes les embrouilles, oui, il faut se remettre en question. Bien sûr. J'ai pas de problème avec le fait de me remettre en cause. Mais faire peur, je sais pas si je fais peur. Non, façon de parler. Oui, mais avant, on m'a dit que je faisais peur. Mais le pire, c'est que les gens qui ont peur de moi, je pense, ou qui ont eu peur, parce qu'apparemment, je trouve que je ne fais plus assez peur aux gens. Genre, se permettre des trucs et tout. Je suis plus assez peur aux gens. Donc, avant, les gens qui avaient peur en griffe, pour moi, c'est des gens qui me connaissaient pas. Mais on aime juste les gens qui prennent des engagements et qui les tiennent. Moi, c'est vraiment ça. Tu prends un engagement, tu le tiens. Et si tu ne peux pas le tenir, tu préviens que tu peux pas le tenir. C'est tout. Oui. La vie est simple. Oui, non, mais là-dessus, je peux pas te contredire. C'est vraiment les trucs qui peuvent me mettre hors de moi, c'est ça. Si tu tiens pas tes engagements, tu préviens pas. Des fois même, tu prends des engagements alors qu'on te demande rien. Alors que surtout si on t'a rien demandé. Et du coup, tu crées une attente qui n'était même pas là au départ. Mais après, oui. Après, c'est même le respect, ce que tu dis. Pour moi, c'est juste montrer du respect à la personne. Si tu t'es engagé sur quelque chose, de faire ton possible en tout cas pour t'y tenir, de prévenir au moins de pas laisser quelqu'un en plan. Pour moi, c'est juste du respect. C'est juste du respect. Parce que crois-moi, c'est pas seulement masculin, hein, le truc là des faux plans, tout ça là. On a peut-être une propension un peu plus développée, mais c'est pas que masculin, je te l'assure. Tu veux nous partager, tu veux nous faire un petit témoignage? Non, je ne balance pas, je ne poucave pas. Mais Toto poucave.
Non, mais bon. Non, mais après, oui, ça, c'est vrai, c'est le respect. Et souvent, oui, c'est vrai que même comme tu dis, dans les relations de couple, souvent, c'est des petites choses comme ça qui allument la mèche. C'est clair. C'est des petites choses comme ça qui allument la mèche, mais ça donne du piment aussi, ça donne un peu de piment. Ça donne un peu de piment, il faut. Parce qu'un couple où la femme est trop bien, elle va se fatiguer. Parce que tu vois, de la même manière dont je t'ai dit que moi j'aime le changement, j'aime quand ça bouge un peu, j'aime quand la nouveauté, ça aussi chez les femmes, c'est ça. Vous avez tous ça aussi chez vous. Mais tu le faisais pour les nanas aussi? Le changement? Du changement. Bah écoute, je me suis marié que très récemment, donc on va dire que j'ai... Tu vois, le changement, tu vois que je te dis, on change dans la vie. On change dans la vie. Ouais. Donc tu vois, voilà, j'ai changé notamment à ce niveau-là, tu vois, j'avais plus le besoin, j'avais moins ce besoin de changement. Okay. Et au contraire, justement, j'avais ce besoin je reprends exactement ce que je t'ai dit, de trouver une partenaire pour me faire avancer dans ma life. Voilà. Et c'est ce que je pense et je suis sûr d'avoir trouvé dans mon épouse. Quelqu'un on va avancer. Elle et moi, on va se faire avancer. Alors qu'avant, c'est pas spécial. J'en avais pas le besoin. J'avais pas besoin dans mes partenaires. C'est pas ce que je recherchais. J'avais pas besoin de ça. Voilà. Download this podcast for free